Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui change un petit peu des cartes oracle et des cartes de tarot habituelles. Et je me suis dit que comme c'était Noël bientôt, enfin on arrive bientôt au mois de décembre, sans doute vous commencez à réfléchir à des idées de cadeaux pour vos proches. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une vidéo sur le thème des jeux de société. Car on n'y pense pas toujours, mais même pour les adultes, ça peut être un cadeau vachement sympa. Et il y a plein de jeux de société différents, des jeux qui se jouent à deux, des jeux qui se jouent en famille, des jeux d'ambiance, des jeux de plateau, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent se faire maintenant. Et je vous assure que l'image des jeux de société qu'on avait autrefois, par exemple le plateau de petits chevaux chez mamie ou la très énervante partie de Monopoly qui n'en finit jamais et à laquelle on perd tout le temps, et cette image-là, c'est quand même assez... Enfin, ça appartient au passé, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau jeux de société et des choses vraiment très sympas. Donc, l'idée, c'est que je vais vous parler de plein de jeux auxquels j'ai joué et voilà, que je trouve sympa, qui peuvent faire de bonnes idées cadeaux. Donc voilà, il y aura différents types de jeux. Je vous préciserai à chaque fois de quoi il s'agit. Donc, je vais peut-être commencer par celui qui nous est le plus familier, parce que certains l'utilisent pour la divination, mais à la base, c'est un jeu de société, c'est le Dixit. Donc, le Dixit, donc là, c'est une extension, c'est un jeu avec des cartes imagées qui sont vraiment très jolies à chaque fois et assez mystérieuses, assez oniriques. Et le principe du Dixit, c'est que la personne qui est conteur, donc ce sera tour à tour, quelqu'un est conteur, va choisir une de ses cartes en main et annoncer un mot qui peut mettre les autres sur la piste de sa carte. Tous les autres joueurs devront trouver dans leurs mains une carte qui pourrait correspondre à ce même mot. Et l'idée, c'est que ensuite, il va falloir voter pour retrouver quelle est la carte du compteur. Cependant, il ne faudra pas que le compteur soit trop explicite, parce que si tout le monde trouve sa carte, eh bien, il ne gagnera pas de points. Et par contre, si ça reste trop vague et que personne ne trouve sa carte, là non plus, il ne marque pas de points. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment très sympa, ça s'adresse à tous les âges. Vous pouvez y jouer avec des enfants, ça marche très bien. En plus, ça développe leur imagination, leur vocabulaire, etc. Et puis, même entre adultes, entre amis, c'est très sympa parce qu'il peut y avoir des petites private jokes pour faire deviner certaines cartes. Et du coup, ça marche très bien. Donc moi, je n'ai pas acheté de plateau Dixit parce que le plateau est très simple à réaliser soi-même. Et après, pour voter, j'ai fait des petits papiers, 1, 2, 3, 4, pour donner les votes. Donc, du coup, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le plateau pour pouvoir jouer à Dixit. Les extensions sont un peu moins chères que le plateau. Il en existe plein. Mais sachez que Dixit, enfin Libellude, vient de sortir un tout nouveau plateau Dixit que j'ai trouvé très sympa. Je l'ai offert à une amie pour son anniversaire. C'est le plateau Dixit spécial Disney. Et il est vraiment magnifique. Et dedans, il y a des cartes inspirées des personnages de Disney. Donc vraiment, je pense que si je devais m'acheter un plateau Dixit, ce serait celui-ci. Donc voilà, il y en a plein avec des styles différents parce que ce ne sont pas toujours les mêmes illustrateurs qui travaillent sur le Dixit. Voilà, donc... de toute façon, généralement, avec la boîte, vous pouvez vous faire un petit peu une idée des cartes. Mais voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu. Donc ça, c'est pour le Dixit Révélation. Donc moi, je n'ai que des boîtes, c'est d'extension. Ensuite, j'ai également l'extension Daydreams. Alors celle-ci, c'est peut-être celle que j'aime le moins dans toutes celles que j'ai. Parce que les illustrations sont quand même assez spéciales, un peu sombres. Les autres sont quand même plus sympas. Donc, mais il y a moyen de faire des choses avec chacun de ces jeux. Donc c'est vraiment les goûts et les couleurs, vous trouverez. Hein. Vous trouverez forcément une version de Dixit qui est sympa. Donc je vous montre encore quelques extensions. Et donc plus vous avez d'extensions, plus c'est sympa parce que vous pouvez les mélanger ensemble, etc.
Celle-ci, donc c'est la Origins. Donc comme ça, vous aurez vu quelques... La Origins, elle est très sympa au niveau des cartes. Elle a un côté un petit peu plus enfantine peut-être. Hop là, je suis à l'envers. Voilà, donc ça c'est la Origins. J'aime beaucoup la Révélation, celle qui avait pas mal des couleurs assez douces, dorées, qui est très jolie. Et puis la dernière que je possède, c'est la Memories, qui est aussi très jolie comme extension. Également une de mes préférées, celle-ci. Notamment si je veux l'utiliser à d'autres fins que jeux de société. Celle-ci est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour Dixit. Donc c'est vraiment un jeu qui est rapide à mettre en place et voilà, qui convient à tous les âges. On peut y jouer, par contre, à partir d'un certain nombre de joueurs, il faut être 3 minimum, parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est entre 3 et 6 joueurs. Les parties durent en général une petite demi-heure. Voilà. Donc ça, c'était pour Dixit, le jeu numéro 1. Je vous ai présenté pas mal d'extensions existantes. Un autre jeu que j'affectionne particulièrement et qui vraiment a conquis toute ma famille, c'est Skyjo. Donc la boîte, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas forcément d'ailleurs les jeux qui en jettent le plus qui sont toujours les mieux. Mais Skyjo, c'est vraiment un jeu super cool. C'est à partir de 8 ans, mais peut-être on peut commencer un petit peu avant. Entre 2 et 8 joueurs. Donc vraiment, c'est un jeu très pratique. Le format, il est vraiment compact. Vous pouvez l'emmener en vacances. Et ça marche très bien à 2. Mais ça marche très bien aussi quand vous êtes plus nombreux. Donc vraiment très sympa, une demi-heure aussi en moyenne la partie. Et donc voilà, vous avez des petites feuilles de score et puis vous avez des cartes comme ça qui font un petit peu penser aux cartes de Uno. Voilà, donc ça va de -2 à 12 au niveau des numéros. Et c'est un jeu de défausse. Donc au départ, on a un tableau chacun de 12 cartes qui sont face cachée. Et petit à petit, donc on doit découvrir nos cartes et essayer de les aligner par colonne de même valeur, donc par exemple des colonnes de 9, pour pouvoir les défausser dans la pioche. Le but étant évidemment, à la fin d'un certain nombre de tours, d'avoir le moins de points possible devant soi. Et voilà, ça marche très très bien, c'est vraiment très sympa. Et celui-ci, ça a conquis tout le monde. Ça a conquis mes parents, ça a conquis mes grands-parents, des enfants que je connais aussi. C'est un jeu qui marche très très bien. Je continue aussi avec un autre jeu que j'aime particulièrement, probablement un de mes préférés, c'est Citadel de Bruno Feduti. Alors, c'est une toute petite boîte aussi, le jeu paye pas de mine. Franchement, quand vous vous arrêtez dans un rayon jeu de société, bah, vous n'allez pas forcément vous arrêter sur cette boîte parce que elle est petite, c'est assez discret, etc. Mais ce jeu est une tuerie. Franchement, c'est génial. Et c'est vraiment un grand classique du jeu de société. Et quand vous y aurez joué, bah, vous comprendrez pourquoi. Donc, c'est un jeu qui est extraordinaire parce que c'est un jeu où donc on va s'affronter. Le but, c'est que vous puissiez construire votre cité. Donc pour ça, vous allez avoir donc des pièces à gagner. Enfin des pièces. Donc vous gagnez plus ou moins de pièces en fonction du rôle du personnage que vous jouez. Et donc chaque personnage donc gagne plus ou moins d'argent ou a des protections par rapport à d'autres joueurs ou certaines attaques. Donc chaque tour en fait on va choisir son personnage et le but bah, ça va être de construire une cité. Donc il faut avoir un nombre minimum
de chaque type de bâtiment, donc des bâtiments rouges, des bâtiments bleus, verts, etc. Et donc vous voyez que chaque bâtiment vaut un certain nombre de pièces. Et donc l'idée, c'est d'avoir donc un certain nombre de bâtiments hein, pour avoir une cité au complet. Et ensuite, eh bien, quand vous avez fini votre cité, celui qui a gagné est celui qui possédera la cité qui vaut le plus cher. Mais là où le jeu devient super intéressant, c'est avec les cartes personnages en fait, parce que là c'est évidemment on révèle pas trop vite qui on est, hein, puisqu'on peut on peut faire des coups bas à ses adversaires. Vous pouvez être assassin et assassiner un autre joueur, vous pouvez être voleur et voler les pièces d'un autre joueur, magicien, roi, architecte, marchand, évêque, voilà. Et donc chacun a ses petits avantages, ses petits coups fourrés. Donc voilà, c'est un jeu qui est plein de rebondissements, il faut un petit peu bluffer, il faut essayer de jouer malin. Et c'est vraiment un jeu très sympa avec un petit peu de stratégie. Et c'est vraiment très drôle à jouer. Donc plutôt un jeu adulte ou avec des enfants qui sont déjà grands, parce qu'il faut bluffer, etc. Mais c'est très sympa et c'est un jeu que vous pouvez très facilement emmener chez des amis en vacances parce que la boîte ne prend pas de place. Et il se joue à partir de 2 joueurs, donc de 2 à 7 joueurs, c'est pas mal. Les parties sont un peu plus longues, 45 minutes, mais c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de toute ma vie. Donc Citadel, je vous le conseille. Pour l'ensemble des jeux que je vous présente, on peut trouver très facilement des vidéos règles sur YouTube et en moins de 5 minutes, tout le jeu vous est expliqué. Et voilà, c'est très facile à jouer, il y a des cartes mémo. Donc voilà, c'est à partir de 10 ans, parce qu'avant, je pense que les enfants sont un petit peu petits pour faire les stratégies et puis pour bluffer, mais c'est vraiment un super jeu. On continue avec d'autres jeux. Donc, le jeu suivant que je vais vous présenter, c'est un jeu qu'on peut faire avec des enfants également. Alors, Citadel, pas trop avec les enfants, mais Skyjo, il n'y avait pas de problème. Dixit, il n'y avait pas de problème. En tout cas, tous ces jeux sont aussi des jeux qui sont très sympas à jouer quand on est adulte. Alors, le suivant s'appelle King of Tokyo. C'est chez les créateurs de Yellow. Donc Yellow, c'est ceux qui produisent le jeu. C'est entre 2 et 6 joueurs à partir de 8 ans. En moyenne, une partie dure 30 minutes. Et là, on a un petit plateau très sympa sur King of Tokyo. Alors, c'est un jeu un petit peu plus... bagarre, voilà, où on va essayer on va voir un petit peu qui sont vos vrais amis dans King of Tokyo. C'est ça qui est rigolo. Donc vous avez la ville de Tokyo, en fonction du nombre de joueurs, il y aura 1 ou 2 monstres dans Tokyo. Donc voilà, vous avez différents monstres qui ont un certain nombre de points de vie, donc il faut qu'ils restent en vie jusqu'au bout de la partie. Et ils gagnent le jeu, soit quand il leur reste encore des vies et que tous les autres monstres ont été décimés, soit s'ils ont atteint 20 étoiles de dégâts. Voilà. Donc pour faire tout ça, on a des dés qui sont un petit peu spéciaux. Donc on peut marquer des points étoiles, on peut regagner des vies ou mettre de grosses baffes à ses adversaires. Et c'est là que c'est rigolo. Donc là, il n'y a plus d'amitié qui tient. Et puis, on peut également gagner des petits cubes d'énergie qui sont super marrants, super mignons, qui vous permettent d'acheter des pouvoirs de monstres pour occasionner encore plus de destruction dans la ville. Voilà, donc, ou pour vous régénérer, avoir des avantages. Donc, c'est assez simple aussi à comprendre finalement. Et c'est très marrant à jouer. Voilà, donc King of Tokyo, c'est un petit peu un jeu de plateau de bagarre, voilà, et ça marche très bien. La plupart des gens avec qui j'y ai joué ont bien accroché, et voilà, dans mon entourage, j'ai une petite fille de
qui avait 8 ans à l'époque quand on a commencé à jouer à King of Tokyo avec elle, donc exactement l'âge de la boîte. Et elle a très vite compris le fonctionnement du jeu et voilà, c'est un jeu qu'elle aime beaucoup. Voilà, et puis les personnages sont assez sympathiques. Voilà, donc c'est un jeu qui prend plus de place parce que là c'est un jeu de plateau, mais c'est vraiment un jeu de plateau très sympa, très... Voilà, que vous soyez entre adultes ou avec un enfant à partir de 8 ans, c'est un super jeu. Donc ici, entre 2 et 6 joueurs, ça se joue très bien à 2 joueurs et ça se joue très bien à plus. Voilà. Toujours dans les jeux, je vais continuer avec d'autres jeux de plateau. Alors, un que j'aime beaucoup et qui est vraiment très très beau, c'est Takenoko. Alors, Takenoko, c'est ce petit panda que vous voyez sur la boîte et l'idée, c'est que c'est à la fois un jeu qui va être coopératif, mais aussi un jeu où il va falloir gagner. Donc, on va coopérer sur certaines choses, finalement, avec d'autres joueurs, mais il faut quand même, à la fin, être celui qui gagne. Donc, c'est un mélange un petit peu particulier. Vous pouvez voir que c'est un jeu qui a gagné énormément de récompenses, tout simplement parce que c'est un très bon jeu. Donc, le plateau en lui-même est vraiment magnifique. La production du jeu est très très belle. Donc chaque joueur a devant lui des petites cartes comme ça qui rappellent quels sont les effets de la météo. Le but, ça va être de réaliser un jardin autour du jardin de l'empereur pour accueillir Takenoko, le petit panda. Petit panda très gourmand parce qu'il va généralement venir manger des bambous. Et donc, pour gagner la partie, il faut réaliser un certain nombre d'objectifs. Et vous pouvez avoir des objectifs de 3 natures dans Takenoko. Et vous devrez réaliser un minimum d'objectifs de chaque catégorie. Donc, vous aurez des objectifs de parcelles. Donc, par exemple, il faudra aligner, comme sur le dessin, un certain nombre de parcelles dans le jardin. Avec de jolies tuiles comme ça. Donc là, par exemple, c'est des parcelles jaunes. Et ben, il faut que j'aligne au moins 3 parcelles jaunes. Et il faudra, comme il y a une petite goutte, qu'elle soit irriguée. Donc, on peut avoir des objectifs de parcelles. On peut avoir des objectifs jardiniers. Donc, par exemple, ici, le jardinier, ses objectifs, lui, c'est de faire pousser des bambous. Donc, par exemple, 3 bambous jaunes de 3 en hauteur. Voilà. Ou des objectifs panda. Donc les objectifs du panda, vous aurez compris, c'est un gourmand, c'est de manger des bambous. Donc par exemple ici, manger un bambou de chaque couleur qu'il stockera sur son petit plateau devant lui. Et donc à la fin, quand un joueur a réalisé le nombre d'objectifs, eh bien on va compter combien ces objectifs lui ont rapporté de points. Et le joueur gagnant est celui qui remportera le plus de points, tout simplement. Donc, évidemment, plus les objectifs sont difficiles à réaliser, plus ils vont vous rapporter de points. Donc, on a ces cartes ici qui sont donc les cartes d'objectifs, qu'on garde secrètes, évidemment. On a les tuiles donc qu'on va poser côte à côte pour créer ce magnifique jardin. Donc, voilà, la beauté des tuiles, c'est vraiment un jeu qui est très joli. Quand c'est mis en place, ça fait vraiment quelque chose de très sympa sur la table. Et puis le jeu est très beau, très qualitatif. On a des magnifiques petites figurines. Donc là, c'est qui nous servent à jouer, qui font des actions particulières. Donc on a le petit jardinier et le petit panda. Et puis chaque joueur a des petits jetons en bois pour marquer les actions qu'il a décidé de faire. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Les petits bâtons qui nous servent à irriguer les parcelles. Les dés, donc, qui nous parle des influences de la météo sur notre jardin. Ici, des petits bonus, de l'engrais, etc. Et puis, voilà, les petits bambous qu'on va venir poser et aligner sur nos tuiles pour réaliser certains objectifs avec voilà, des jolis pions en bois. Donc, c'est vraiment un jeu de belle facture. Et à jouer, c'est très sympa, Takenoko. Donc, voilà. Peut-être ça prend un petit peu plus de temps de mise en place que d'autres jeux que j'ai présentés juste avant. Mais une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment très sympa à jouer. Et c'est un jeu magnifique.
Voilà, celui-ci c'est un jeu que j'avais prêté à une collègue qui aime bien les jeux de société. Elle l'avait beaucoup aimé. Mon mari et moi, quand on n'a rien à faire, des fois certains week-ends, plutôt que de regarder des rediffs de rediffs, eh ben, on joue à Takenoko. Donc ça marche très bien à 2 joueurs. Ça marche bien jusqu'au nombre de joueurs indiqué sur le jeu. Donc c'est un jeu entre 2 et 4 joueurs. C'est des parties qui durent assez longtemps, 45 minutes. Et voilà, donc si c'est un jeu qui peut vous plaire, c'est un beau jeu de plateau celui-ci. Et voilà, on trouve des vidéos règles sur YouTube qui sont très bien expliquées. Et voilà. Je continue encore sur les jeux de plateau, parce que je suis sur les jeux de plateau. Le jeu suivant, c'est Azul. Donc depuis, il y a d'autres variantes qui sont sorties du jeu Azul, mais je pense que si vous commencez, c'est bien de commencer avec le premier, tout simplement. Donc vous voyez, c'est aussi un jeu qui a été médaillé As d'or. Voilà, il y a dans les jeux que je vous présente, la plupart, c'est beaucoup des valeurs sûres qui ont gagné des prix ou des choses comme ça, en tout cas, qui sont assez populaires. Donc, si vous êtes déjà dans les jeux de société et que vous aimez déjà ça, vous les connaissez probablement. Mais sinon, voilà. Donc, déjà, la boîte est très, très belle. Et là aussi, le matériel de jeu est assez sympa. Donc, pour Azul, vous devez réaliser les mosaïques d'un palais. Voilà, donc chaque joueur a un plateau devant lui et voilà, en stockant le carrelage qu'il aura acheté dans les fabriques de carrelage sur les côtés, il doit transférer des carreaux sur le motif à réaliser. Et évidemment, ceux qui, chaque tour, en fait, on va compter le nombre de lignes et de colonnes que vous faites, ça va vous faire avancer sur la grille des points. Et évidemment, celui qui fait le plus de points à la fin gagne la partie. Donc la difficulté, c'est que des fois, vous êtes obligé de prendre tous les carreaux de la même couleur. Et si vous vous retrouvez avec trop de carreaux, vous allez devoir les poser ici et vous allez reperdre des points dans le comptage pour avancer sur la grille. Donc voilà, il faut bien être stratégique sur la manière de poser ces carreaux de carrelage, on va dire. Et puis, voilà, à un moment donné, donc, on arrête la partie. Il me semble c'est à partir du moment où un joueur a terminé une ligne complète ou une colonne. Non, je crois que c'est une colonne. Voilà. Ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué, mais voilà, c'est pareil, vous trouvez facilement des règles. Donc voilà, ça c'est le petit pion qui indique qui est le joueur qui commence à piocher. Ça, c'est pour avancer sur votre grille de score. Et puis, ces petits ronds ici représentent les fabriques de carrelage. Donc, le nombre de fabriques de carrelage dépend du nombre de joueurs. Et donc, ici, on a un sac avec les fameux carreaux de carrelage. Voilà, donc le matériel de jeu est très sympa. Et c'est un jeu qui va faire appel à votre côté logique et stratégique. Parce que vous pouvez aussi essayer de bloquer le joueur adverse en voyant ce dont il aurait besoin et en lui piquant ce dont il aurait besoin. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Donc, bon, c'est pas celui auquel je gagne le plus parce que je suis pas une personne forcément très très logique. Mais c'est quand même un jeu que j'apprécie. Voilà, donc il n'y aura pas le côté coup en douce qu'on peut faire dans les jeux comme Citadel ou même un petit peu King of Tokyo, mais ça reste un jeu très sympa. Voilà, donc ici c'est un jeu un petit peu plus basé sur la réflexion et la logique, mais voilà, c'est un jeu sympa. Je continue avec toujours des jeux de plateau. Alors un très grand classique des jeux de plateau, c'est les Aventuriers du Rail. Donc moi j'ai la version Europe, mais il en existe plusieurs variantes. Vous doutez bien que le but, ça va être de construire des lignes de chemin de fer. Donc je vous montre un petit peu. C'est un gros jeu de plateau aussi, qui est assez encombrant pour le coup. Donc, hop, on a un gros plateau. Il prend pas mal de place celui-ci. Vous voyez, avec justement des lignes de chemin de fer.
Et donc, vous allez en fait avoir des objectifs de destination à réaliser qui valent plus ou moins de points. Donc, vous aurez un nombre d'objectifs à réaliser. Donc, il y en a par exemple Madrid-Dieppe ou Francfort Smolensk. Donc, il y a des choses plus ou moins faciles et plus ou moins longues. Évidemment, plus c'est facile, moins ça rapporte de points. Plus c'est compliqué, plus ça en rapporte. Et donc, au cours du jeu, vous allez pouvoir acquérir des wagons qui vont vous permettre donc de vous placer sur la carte, sur les rails, afin de compléter votre objectif. Le problème, c'est que vous voyez, dans certains endroits, il y a un nombre limité de voies. Donc, si un autre joueur se place là où vous vouliez vous placer, et tant pis pour vous, vous serez bloqué et vous devrez recommencer un objectif. Ah ouais, c'est compliqué. Et donc, quand vous validez un objectif, en fait, vous avancez sur les numéros qui sont sur le côté. Et donc, voilà, le premier qui a marqué le plus de points gagne, évidemment. Voilà, donc c'est un gros jeu de plateau, mais avec une mécanique assez sympa. Et voilà, c'est un peu plus sympa quand même que le Monopoly. Donc celui-ci, c'est un grand classique. Et pour commencer, la version Europe est pas mal. Dernier jeu de plateau que je vous présente. Alors, je vous le présente, mais au final, c'est peut-être pas celui que je conseille le plus si c'est pour des personnes qui débutent. C'est Mysterium. Donc, Mysterium, il a quand même été jeu d'or de l'année 2016. Donc, c'est quand même un jeu qui marche bien, qui plaît bien. Mais honnêtement, je le trouve plus compliqué à mettre en place que les autres. C'est un jeu entre 2 et 7 personnes. Bon, ok. Celui-ci, par rapport aux autres, ça va être un jeu coopératif. C'est-à-dire que le but n'est pas de battre les autres, mais de réaliser un objectif commun. Donc, dans Mysterium, le but, c'est de faire deviner qui est l'assassin du fantôme. Donc, le fantôme va envoyer des visions au voyant. Et le voyant va devoir se servir de ces visions pour déterminer qui est le coupable, le lieu du crime et l'arme. Évidemment, les visions sont les visions d'un fantôme sous LSD, donc il faut beaucoup d'imagination et bien connaître la personne avec qui vous jouez pour donner du sens à ces visions. Et donc, il y a un certain nombre de tours maximum pour identifier tous ces éléments. Et donc, si le voyant, grâce à l'aide du fantôme, parvient à identifier tout ça avant les tours de jeu, enfin le dernier tour de jeu, eh bien ce sera gagné pour le fantôme et le ou les voyants. Par contre, si avant la fin du nombre de tours imposés, tous les éléments n'ont pas été découverts, eh bien c'est perdu pour tout le monde. C'est le principe du jeu collaboratif. Donc Mysterium, c'est un jeu qui est assez différent des autres pour ça. La plupart des autres jeux que j'ai, c'est plutôt des jeux asymétriques, donc où chacun va devoir gagner. C'est un peu chacun pour soi. Ici, c'est un jeu de coopération, donc c'est un peu différent. Le matériel du jeu est très beau, très sympa. Donc, on a un paravent pour cacher le fantôme avec, hop là, dedans, voilà, l'arme du crime, le lieu et le suspect. Donc, on peut, voilà, on a autant de cases que de lignes de couleurs que de joueurs possibles. Voilà, donc le fantôme est derrière ce paravent, il n'a pas le droit de parler pour aider le voyant. Donc c'est un jeu où il ne faut pas communiquer entre le fantôme et les voyants. Par contre, les voyants peuvent communiquer un petit peu entre eux. Il y a un sablier. Et voilà, et il y a pas mal de matériel à monter. Donc il y a une arche ici qui indique les points intuition. On a une horloge qui indique où on en est au nombre de tours. Donc on a les petites boules de cristal qui représentent les voyants. On a un sablier.
Donc ça, c'est ce qui va dans le paravent. Donc c'est les armes, etc., les lieux du crime, tout ça, tout ça. Les suspects. Et puis, on a les cartes vision qui font penser un petit peu à des cartes de Dixit parce qu'elles sont un petit peu nébuleuses, on va dire. Voilà, donc des choses comme ça. Donc évidemment, ça ne correspond pas à ce qu'il y a sur les cartes, donc il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Voilà, donc c'est un jeu qui est sympa, mais c'est un jeu pour lequel voilà, la mise en place et l'explication des règles est plus compliquée que sur les autres jeux que je vous ai présentés. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a déjà joué, eh bien pour la première partie, ça peut être bien d'inviter cette personne pour bien comprendre le jeu. Parce que c'est, à mon sens, le plus difficile à expliquer et le plus difficile à mettre en place. Parce qu'il y a plus de matériel, il y a plus de choses à expliquer. Donc voilà, c'est peut-être le moins intuitif à prendre en main de tous ces jeux de société que je vous présente aujourd'hui. Mais si vous avez une bonne explication de ce jeu, ça peut être sympa. Voilà. Mais pour moi, c'est le moins débutant des jeux que je vous ai présentés. Celui-ci, c'est à offrir à quelqu'un qui aurait déjà un petit peu l'habitude de faire quelques jeux de plateau, qui en aurait déjà quelques-uns, pour continuer une collection. Je continue avec des jeux plutôt jeux d'ambiance. Donc, le dernier en date que nous avons acheté, c'est celui-ci, c'est Cluster. Donc, entre 1 et 4 joueurs. Le principe est très simple, se débarrasser le plus vite possible de ces aimants. Donc, pour Cluster, tout simplement, il y a une cordelette qui représente la zone dans laquelle les aimants devront être placés. Hop. Voilà, donc par exemple, je la pose comme ça. Je ne suis pas obligée de faire quelque chose de bien rond. Et donc, les joueurs ont tous un certain nombre d'aimants, comme ça. Et donc, ils doivent les placer dans la zone, chacun leur tour. Mais si quand ils placent un aimant, ils en attrapent un autre, eh bien, ils doivent reprendre tous ceux qui se sont agglutinés ensemble. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, l'espace est assez saturé d'aimants, et donc, on se fait avoir. Voilà, et on reprend des aimants. Donc, le but est très simple. Les parties sont assez courtes, assez rapides, et je vous jure qu'on devient parano au moment de poser ces aimants, quand il commence à y avoir des champs magnétiques de partout et qu'à chaque fois que vous posez, ça se met à tourner dans tous les sens. Voilà, c'est assez rigolo. C'est un petit jeu rapide, facile à expliquer. Celui-ci, on peut très bien y jouer avec des enfants. Ça marche aussi avec les adultes. Ça marche avec tout le monde. Voilà, donc c'est un jeu très sympa. Par contre, attention, comme c'est un jeu qui utilise des aimants avec un magnétisme assez fort, hein, on voit bien que ça tire rapidement les aimants. Voilà, il ne faut pas jouer avec ça si les personnes ont un pacemaker, parce que les pacemakers peuvent être détraqués par les aimants et les champs magnétiques. Donc c'est la seule chose voilà, à laquelle faire attention si vous offrez ce jeu. Autre jeu d'ambiance, alors très connu, hein, c'est Blanc Manger Coco. Donc ça, c'est plutôt un jeu d'apéro entre amis. Donc voilà, il en existe plein de versions. J'ai plusieurs petites boîtes supplémentaires, celle pour les parents, pour les geeks et puis pour la retraite. Bon, bref. L'idée, c'est que sur les cartes bleues, vous allez avoir des phrases avec un trou. Et chaque joueur va devoir proposer une carte de sa main pour compléter en fait la phrase. Et plus ce sera trash et drôle, plus vous avez la chance de remporter la carte bleue. Donc voilà. Donc bon, c'est un peu humour noir. Celui-ci, c'est pas avec des enfants qu'on y joue, c'est un jeu pour adultes. Vous avez quelques cartes qui sont blanches,
Donc, soit vous pouvez les laisser blanches et la personne pourra dire ce qu'elle veut à la place du trou et l'utiliser comme un bonus. Soit vous pouvez faire comme moi et décider d'écrire ce que vous voulez sur ces cartes. Donc, moi j'ai mis des choses comme travailler, acheter en un clic, voilà, des trucs comme ça. Et voilà, c'est assez rigolo pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux de société. C'est très facile à comprendre, c'est très facile à mettre en place. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Après, si voilà, on en fait le tour quand même assez rapidement si on y joue si on y joue pas mal. Mais voilà, c'est pas trop mal. Donc blanc manger coco, il y en a plein de versions. Bon, maintenant ça fait un moment que c'est sorti, mais en jeu d'ambiance, jeu d'apéro, c'est assez sympa. Voilà, ça se prend pas au sérieux. Et donc il me reste 2 jeux à vous proposer. Enfin 3, mais il y en a un, je ne pourrais pas vous le montrer. Alors il y a Time Bomb. Donc c'est aussi un jeu de chez Yellow. C'est un jeu entre 4 et 8 personnes. C'est un jeu qui va très vite. Donc dans ce jeu, il y a 2 camps, celui de Sherlock Holmes et celui de son adversaire Moriarty. Et donc les joueurs qui sont dans l'équipe Sherlock Holmes ont pour but de désamorcer une bombe qui est cachée dans Londres, alors que les joueurs de Moriarty et son équipe sont infiltrés parmi les rangs de Sherlock Holmes et vont essayer de le convaincre de couper les fils qui vont faire exploser Big Ben. Donc il s'agit d'un jeu de bluff, tout simplement. Et il faut réussir à convaincre la personne qui est en possession de la pince coupante de couper vos fils. Donc voilà, si vous êtes dans l'équipe Moriarty, votre but, ça va être de convaincre le porteur de la pince de couper des fils qui font exploser Big Ben. Et là, l'équipe adverse a perdu. Et si vous êtes dans l'équipe Sherlock Holmes, votre but, c'est de faire couper les fils qui désamorce la bombe. Donc à chaque fois devant eux, les joueurs ont des cartes avec des fils qui sont présentés comme étant tous des fils verts. Donc le joueur dit t'inquiète, c'est vraiment un fil vert, si tu le coupes il va désamorcer. Sauf qu'en réalité il y a 3 types de cartes. Donc il y a les cartes qui font exploser Big Ben. Donc c'est celle-ci que les joueurs Moriarty doivent faire couper à l'équipe adverse. À partir du moment où une carte comme ça est coupée, c'est perdu pour l'équipe Sherlock Holmes. Il y a des fils verts qui se révèlent être des fils neutres, donc il ne se passe rien s'ils sont coupés. Et puis il y a des fils verts qui se révèlent être des fils de désamorçage. Donc s'ils sont coupés, c'est tout bénef pour l'équipe Sherlock Holmes. Par contre, c'est pas très bon pour l'équipe Moriarty, parce qu'à partir du moment où les 6 fils ont été déconnectés, eh bien Moriarty perd. Voilà, donc c'est assez simple à prendre en main et à comprendre. Voilà, il faut juste aimer bluffer. Et voilà, on a des cartes personnages. Donc l'équipe rouge, c'est les méchants, c'est l'équipe Moriarty. Et l'équipe bleue, c'est l'équipe de Sherlock Holmes. Voilà, tout simplement. Donc petit jeu qui prend pas de place, rapide à expliquer. Et voilà, avec le bluff, c'est très sympa. Donc c'est des parties généralement assez courtes. Mais voilà, pour un petit jeu d'ambiance, c'est assez sympa. Et je trouve que voilà, le jeu... les personnages, tout ça, c'est assez sympa aussi visuellement. Je termine avec enfin non, je termine pas tout à fait. Le jeu suivant, c'est Shoten Toten. Là, c'est un jeu pour 2 joueurs. Donc, Shoten Toten, ça va être un mélange entre 2 choses. C'est un mélange entre la bataille et le poker. Donc, le but, eh bien, c'est... voilà, il y a 2 clans écossais qui s'affrontent et c'est celui qui va récupérer le plus de bornes le long de la frontière qui va gagner pour pouvoir étendre son territoire par rapport à l'autre camp, tout simplement. Donc, voilà, on a des petites tuiles frontières qu'on va placer sur le plateau, qu'on va mettre bout à bout, comme ça.
Et il va falloir réclamer un certain nombre de tuiles frontières pour pouvoir gagner la partie. Donc, de chaque côté de la frontière, les joueurs vont placer des cartes avec des numéros. Donc, les cartes sont assez sympas. Voilà, il y a un graphisme un petit peu sympa pour ces cartes façon bataille. Donc, il faut rester dans la même couleur. D'accord, quand on commence une... Enfin, pas forcément, non. Donc, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez aligner derrière la frontière une somme. Et dans ce cas-là, si vous faites toutes les deux une somme, c'est celui qui a la somme la plus élevée qui remporte la frontière. Vous pouvez faire une suite, 2, 3, 4. Donc, c'est la suite la plus élevée ou la combinaison la plus élevée qui gagne. Couleur, brelan ou suite de couleurs. Donc là, vous voyez, les combinaisons possibles, c'est adapté à partir des combinaisons du poker, en fait. Et tout simplement, eh bien, celui qui aura la combinaison la plus forte peut réclamer la bordure. Voilà. Et donc, à la fin, celui qui a le plus de bordure a gagné. Donc, c'est un jeu un peu stratégique parce qu'évidemment, il y a un nombre limité de chaque numéro. Et donc, voilà, faut jouer malin. Il y a un petit peu de stratégie dans Shoten Toten. La partie dure pas très longtemps, voilà, une vingtaine de minutes. Donc voilà, si vous aimez jouer à la bataille avec mamie quand vous étiez enfant, Shoten Toten, ça devrait un petit peu vous rappeler ça, mais voilà, avec un peu plus de stratégie que la bataille, donc un peu moins de hasard, et voilà, du coup c'est ça qui rend ce jeu assez sympa. Dernier jeu que je veux vous présenter, je ne l'ai pas parce que c'est un jeu que j'ai offert en fait, j'ai offert à ma maman. Donc je vous mettrai une photo en miniature quelque part dans la vidéo. C'est Mytho. Mytho, le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces mythes en les faisant disparaître. Donc le but, c'est de se débarrasser de ces cartes et de tricher discrètement sans que la personne qui est en charge de surveiller les autres s'en rende compte. Donc si vous avez des tricheurs dans votre famille, eh bien ce jeu va leur plaire énormément. Si vous-même des fois vous êtes tenté de tricher, et avec Mytho c'est permis de tricher. Donc voilà, ça change un peu des jeux habituels et donc c'est un jeu qui est très marrant parce que on sait que tout le monde va tricher, mais il faut tricher en étant le plus discret possible, donc ça met un petit peu la pression. Et voilà, c'est ça qui est rigolo avec Mytho. Donc c'est un petit jeu d'ambiance, ça se joue rapidement. On peut commencer à y jouer assez tôt parce que le principe finalement est facile à comprendre. Donc voilà, on va avoir des cartes qui vont faire repiocher des cartes, qui vont faire gagner des points, etc. Mais le but, à la fin, c'est de s'être débarrassé de toutes ces mythes parce que vos mythes comptent des malus. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette sélection vous aura plu.